À l'avenir, l'influence dans des domaines tels que les tarifs commerciaux dépendra de la manière dont ce rôle de sécurité évoluera. C'est la dynamique et je vais me concentrer sur les points les plus essentiels. Le sujet principal que nous allons aborder est l'Europe. Pourquoi? Parce que l'Europe peut être un manuel pour la Corée. Observer l'avenir de l'Europe peut, d'une certaine manière, être un manuel pour entrevoir indirectement l'avenir de la Corée. Alors, je vais maintenant prendre le temps d'analyser l'Europe. Il a déjà été montré dans la stratégie régionale que la section Europe a été rétrogradée dans les priorités politiques du NSS 2025. Si nous résumons les politiques européennes du NSS par mots-clés, voici les 7 points ci-dessous. Premièrement, il faut reconstruire la stabilité au sein de l'Europe et rétablir une stabilité stratégique avec la Russie. Cela signifie qu'il faut de nouveau acheter le pétrole et le gaz russe. Vous devez jouer votre rôle pour que la Russie puisse réintégrer rapidement l'ordre international. Deuxièmement, à partir de maintenant, vous devez vous protéger vous-même. C'est-à-dire que vous devez assumer la responsabilité première de votre défense nationale, régionale et de votre sécurité. Il faut donc mettre un terme à la perception que l'OTAN est une alliance en expansion permanente, ne songez même pas à l'étendre et augmenter rapidement les dépenses de défense de l'OTAN d'ici 2027. Donc, il exige que 5% du PIB soit consacré aux dépenses de défense, comme une nouvelle norme. Et ensuite, ce qu'il demande, c'est que l'Europe accepte les immigrants, n'est-ce pas? En accueillant l'immigration, la culture propre à l'Europe disparaît. C'est pourquoi l'Europe est la destination de nombreux immigrants musulmans. Et donc, votre cadre de valeurs internes, vous l'orientez vers le supranationalisme. Mais le plus grand danger pour l'Europe, c'est le risque d'effacement civilisationnel. C'est ce qu'on lit. C'est une expression vraiment très forte. Pause. Et donc, si vous continuez ainsi, vous courez à votre perte. L'Europe n'existera plus. Alors, ils affirment qu'ils soutiendront en Europe des partis européens patriotiques, des forces politiques nationalistes cherchant à restaurer l'identité européenne. C'est ce qu'ils ont exigé de l'Europe cette fois-ci. Selon moi, la principale raison de cette déclaration d'aînesse, ce sont les pays BRICS. Les membres clés des pays BRICS sont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Or, le Co5 dont parle Trump, il a retiré l'Afrique du Sud et le Brésil de cette liste. Et qui a-t-il inclus à la place? Il s'est inclus lui-même, les États-Unis et qui d'autre? Le Japon. Donc, à l'avenir, ce Co5, en reconnaissant mutuellement nos forces, établira un ordre international entre nous et avancera en discutant point par point. C'est le problème de l'ordre international que Trump dessine actuellement. Alors, il n'y a personne d'Europe ici, pas même l'Allemagne d'Europe. Pourquoi l'Europe, comme aujourd'hui, a-t-elle vu son statut décliner à ce point, au point que nous pourrions exagérer et dire qu'elle s'est effondrée? La chose la plus importante est la confusion stratégique. L'Europe connaît actuellement une confusion politique. L'industrie, la sécurité et la politique vacillent toutes. Mais pourquoi en sommes-nous là? La première cause fondamentale, à mon sens, c'est le ralentissement de la productivité. Si l'on examine le document que l'OCDE vient de publier, il y est résumé que le taux de croissance de la productivité du travail en Europe, depuis l'an 2000, est en moyenne inférieur de 0,5% par an à celui des États-Unis. Cela signifie, en d'autres termes, que le moteur qui devrait soutenir les salaires, la capacité budgétaire, la défense, la R&D et les ressources de protection sociale est en train de s'éteindre. Si on ne peut pas générer nos propres revenus, comment payer les salaires? Comment protéger nos finances? Comment assurer la défense nationale? Comment faire de la R&D pour les industries de pointe de demain? Comment maintenir le bien-être de la population? Alors que le moteur s'éteint, la Corée aurait dû se poser cette question aussi. Deuxièmement, si la Turquie est touchée, c'est la crise financière de 2008. À l'époque, la crise financière de 2008 a éclaté et la Grèce a fait faillite. En 2012, la crise financière grecque a éclaté, ce qui a entraîné la stagnation des investissements et de l'innovation, et ils ne se sont pas rétablis jusqu'à présent. Actuellement, en fait, dans tous les domaines de l'industrie de pointe, l'Europe n'a absolument pas la capacité de réaliser des investissements massifs en innovation. Surtout dans les secteurs du numérique, du vert et de la défense, il faudrait environ 5% du PIB de l'UE, c'est-à-dire 7 500 à 8 500 milliards d'euros par an, mais elle n'a pas l'argent pour le faire. Donc, actuellement, dans les industries d'avenir, alors que les États-Unis et la Chine se disputent l'hégémonie technologique avec les technologies du futur, les pays européens ne peuvent pas investir ni innover dans ce domaine. Alors, comment le futur arrivera-t-il?
Ils ne font aucun investissement pour l'avenir. Troisièmement, l'Europe est devenue un marché unique. Et bien que sa taille ait considérablement augmenté, le plus fatal, c'est que les marchés des capitaux et les marchés financiers sont complètement fragmentés. En d'autres termes, le marché, en tant que marché commercial, fonctionne comme un seul pays unifié. Mais chaque pays conserve son propre marché des capitaux et son propre marché financier. L'Allemagne a son marché des capitaux, la France, le sien. L'ensemble devrait fonctionner comme un tout, mais le marché des capitaux n'est pas intégré. Qu'est-ce que cela signifie? C'est que ces startups de pointe pour l'innovation technologique sont celles qui créent du 0 à 1. Pour créer quelque chose d'inexistant, du néant, on ne peut pas obtenir de prêt bancaire. Comment peut-on obtenir un prêt sans aucun chiffre d'affaires? Donc, il faut absolument lever des fonds en émettant des actions sur le marché des capitaux. C'est ce qu'on appelle le capital risque. Mais le marché pour réaliser de telles opérations est bien trop petit. C'est fragmenté. Aux États-Unis, c'est profondément ancré. Leur marché des capitaux, c'est 200% du PIB. Mais en Europe, c'est dispersé. Donc, on ne peut pas créer une entreprise comme Google. Le marché financier est trop petit. C'est la même chose pour la Corée. Si Samsung Electronics a la capitalisation boursière qu'elle a aujourd'hui, c'est parce qu'elle a été cotée en Corée. Si elle avait été introduite en bourse aux États-Unis dès le départ, elle ne serait pas le Samsung Electronics que nous connaissons aujourd'hui. C'est pourquoi le marché des capitaux est toujours présent ici. Dans la future ère de l'intelligence artificielle à grande échelle, il faudra continuer à faire des investissements astronomiques. Chaque année, des sommes astronomiques, des dizaines de millions de milliards, il faut continuer ça chaque année. Où financer un tel argent? Sans argent, on ne peut pas se projeter dans l'avenir. On ne peut pas investir à long terme. On ne peut pas continuer. Ensuite, l'une des causes les plus fatales est qu'il dépendait à plus de 80% du gaz et du pétrole russe. Donc, avec l'éclatement soudain de la guerre Russie-Ukraine, le modèle énergétique s'est effondré. Ils ont alors subi d'énormes coûts structurels. Ils dépendaient de l'énergie russe bon marché et des marchés extérieurs. Ils dépendaient du marché chinois. Et pour l'énergie, c'était la Russie à bas prix. Ils n'ont pas fait d'innovation technologique. Pourquoi? Même s'ils ne font rien, il leur reste beaucoup d'argent. C'est pourquoi les cols bleus européens partent en voyage à l'étranger pendant 1 mois, n'est-ce pas? Même si on se la coule douce, on a une pension à vie et même au chômage, le gouvernement nous donne tout l'argent. Qui va innover? Qui va créer des startups avec un esprit de conquête? Ils se la coulent douce et maintenant qu'on réduit les aides sociales, qu'est-il arrivé à la France? C'est le chaos, n'est-ce pas? Ils manifestent et brûlent tout, c'est ça le combat actuel. Il faut réduire les aides sociales, mais on n'y arrive pas, n'est-ce pas? Il n'y a pas de viabilité, pas d'efficacité. Et donc, à force de dépendre du gaz russe bon marché, nous en payons le prix aujourd'hui. Ensuite, c'est le vieillissement de la population. L'offre diminue. Le vieillissement de la population s'accentue. La productivité diminue. En revanche, les dépenses publiques augmentent. Pourquoi? Il faut verser des retraites. Il faut dépenser pour les soins de santé. Donc, le potentiel de croissance diminue. C'est la même chose en Corée. En Corée. Donc, pour que le marché intérieur puisse être autonome, il faut au moins 80 millions d'habitants, le marché intérieur. Mais il faut dépasser les 100 millions pour pouvoir faire quelque chose. La Corée compte actuellement 50 millions d'habitants, mais sa population est en déclin absolu, vous savez. Donc Trump n'est absolument pas une préoccupation pour nous, honnêtement. Et c'est le prix à payer pour avoir externalisé notre sécurité. Mais à qui au juste? À travers cette organisation qu'est l'OTAN, qui dépendait principalement des États-Unis pour ses dépenses de défense, ces faibles dépenses auraient dû être consacrées au développement économique, mais elles n'ont pas été correctement utilisées pour leur propre développement et les dépenses militaires n'ont pas été maintenues. Par conséquent, aujourd'hui, leur sécurité n'est pas devenue indépendante. Trump a dit qu'il ne vous restait que 2 ans, jusqu'en 2027, pour développer votre propre sécurité, celle que vous pourrez défendre vous-même. Cette exigence a plongé l'Europe dans une panique totale. Pourquoi? Pourquoi 2027? Ce que les États-Unis pensent, c'est que la Chine doit acquérir la capacité militaire de reprendre Taïwan d'ici 2027, en 2027. Alors, à cause de cela, la compétitivité globale s'affaiblit et ensuite, avec l'arrivée massive d'immigrants, les idéologies se sont divisées. La culture islamique, la culture catholique, telle culture, telle et telle culture. Cela brise la cohérence des politiques. Parce qu'il y a des gens qui vénèrent des dieux différents, le consensus politique s'affaiblit et des conflits politiques surviennent. Ce qui fait que le rôle que l'Europe doit jouer dans l'ordre mondial et l'identité qu'un pays spécifique au sein de l'Europe doit adopter, tout cela n'est pas encore aligné. Alors, quelle identité l'Europe dans son ensemble devrait-elle adopter? Ces choses ne peuvent tout simplement pas avoir de cohérence. C'est une union de pays démocratiques, n'est-ce pas? L'Europe est une union d'États démocratiques. Et donc, avec les pressions sur l'énergie, le logement et l'inflation qui s'y ajoutent, les perspectives d'avenir de l'Europe elle-même ne sont pas du tout considérées favorablement. En un mot, les raisons principales pour lesquelles l'Europe a perdu son chemin sont le ralentissement de la productivité, le manque d'investissement, sa dépendance géopolitique vis-à-vis de l'extérieur pour l'énergie et la sécurité, la perte de son identité en participant pleinement à l'ordre international et le chaos politique qu'elle traverse en raison de divisions, au point que sa civilisation pourrait disparaître. Voilà l'Europe d'aujourd'hui.
Alors, pour conclure, le Japon est similaire à la Corée. Mais pourquoi le Japon a-t-il été inclus? Son entrée dans le Co-5 est assez inattendue, n'est-ce pas? Mais, tel que je l'interprète, la vision de Trump est la suivante. Il ne s'agit pas pour lui de simplement exclure l'Europe ou de la faire disparaître. Mais Trump voit le monde rigoureusement pays par pays. C'est perçu sous l'angle du nationalisme ethnique et de la priorité nationale. Donc, selon ce critère, il semble qu'ils estiment que seuls les pays de plus de 100 millions d'habitants ont le pouvoir de s'exprimer dans l'ordre international. Alors, en examinant l'Europe, cette personne pense que l'Europe devrait disparaître. Car, en regardant pays par pays, il n'y a aucun pays de plus de 100 millions d'habitants. Il me semble que l'Europe a pris du retard, à mon avis. Mais pourquoi le Japon est-il entré? C'est un pays qui compte au moins 100 millions d'habitants, 130 millions d'habitants, malgré le vieillissement de sa population. Maintenant, la question la plus importante est qu'est-ce que le Japon fait de bien? C'est une puissance économique très importante, possédant des technologies clés absolument incontournables dans l'économie et la chaîne d'approvisionnement. C'est une superpuissance économique. Donc en fait, cela a été inclus dans la ligne de base. Et deuxièmement, en regardant les États-Unis, le pays non européen que les États-Unis peuvent encore contrôler est le Japon. Les États-Unis n'ont pas d'autres partenaires avancés de premier plan qu'ils peuvent contrôler à part le Japon. Pourquoi pas l'Europe? En Europe, ce n'est pas un seul pays qui décide de son propre chef, mais la communauté européenne qui prend les décisions. Puisque la communauté européenne prend les décisions collectivement, aucun pays spécifique ne peut dire « je vais faire ça » et avancer comme il l'entend. Donc, pour Trump, il est inutile de même envisager de parler à l'Europe. Pourquoi? Même si je parle au président français, même si je parle à la chancelière allemande, ils ne peuvent pas décider seuls. Alors, pourquoi discuter avec l'Europe? Car si tous ces nombreux pays se disputent sans fin, aucune décision ne peut être prise. Il n'y aura donc plus rien à discuter de cet ordre extérieur. Ça ne sert à rien, il n'y a pas de solution. Mais le Japon est un pays capable de prendre ses propres décisions tout en étant à l'écoute des États-Unis, une puissance économique, et à l'avenir, comme on l'a dit dans Co-5, seul le Japon soutiendra éternellement les États-Unis. Les autres sont tous des pays BRICS. Ce sont ceux avec qui la Chine est toujours restée proche, les autres. En écartant juste le Brésil et l'Afrique du Sud, il a pris le Japon qui m'obéit au doigt et à l'œil, et il en a dessiné 5. C'est lui. N'est-ce pas? Le Japon, pays doté de technologies clés dans la fabrication, les matériaux, les équipements de semi-conducteurs, les composants et les industries de précision, grâce à sa base économique et technologique de premier plan mondial. Il est aussi le plus important dans la chaîne d'approvisionnement. Non seulement les États-Unis, mais en tant que contribution régionale d'un allié, il peut jouer le plus grand rôle. Et parce que le Japon est considéré comme un pays capable de verser son sang, même de sacrifier sa vie, c'est la principale raison de l'inclure. Et le Japon détient indéniablement cette représentativité d'une démocratie avancée. À la place de l'Europe, le Japon est un pays démocratique et une nation développée. C'est une image de marque qui peut clairement représenter ce camp de pays avancé. Ainsi, le Co-5, à l'image du G7, tiendra un sommet inaugural et proposera comme premier sujet le Moyen-Orient, plus précisément la normalisation des relations diplomatiques entre Israël et l'Arabie saoudite. Mais il reste à voir si la Chine, en réaction à cette initiative, lorsque les chefs d'État du Co-5 se rencontreront pour discuter, dira « Oui, rencontrons-nous, faisons-le chaque année ». La Chine n'a toujours pas réagi, elle ne fait aucun commentaire, alors que les BRICS, eux, sont en réunion constante, vous savez. Alors, selon le type de relation que la Chine entretiendra avec les États-Unis à l'avenir, le sommet Co-5 se tiendra chaque année. Cette réunion se tiendra et pour qu'elle fonctionne, la Chine doit y répondre, n'est-ce pas? Donc, l'avenir que Trump conçoit n'est pas un multilatéralisme basé sur la responsabilité, mais plutôt une concertation de grandes puissances où quelques pays forts et puissants se réunissent pour négocier des accords. Allons-y par un accord des grandes puissances. Les nations sans cette puissance n'ont pas à parler. Donc, autour du Core 5, axé sur les deals, dans un donnant-donnant, les intérêts américains étant la priorité, allons-y. C'est ainsi que les États-Unis voient les choses. Alors, en conclusion, que doit faire la Corée? Premièrement, en matière de sécurité, elle ne doit plus être un pays qui dépense pour les États-Unis, mais plutôt un pays qui agit directement, quoi. Dans tous les domaines, qu'il s'agisse des opérations, de l'industrie, des chaînes d'approvisionnement ou de l'énergie, je dois absolument démontrer que je suis une nation suffisamment puissante pour défendre la première chaîne deal, cette première chaîne deal qui est au cœur de la stratégie Indo-Pacifique des États-Unis. C'est seulement à cette condition que Trump nous prendra au sérieux. Nous devons donc acquérir des capacités de dissuasion à l'avenir et devenir une nation capable de mener des opérations conjointes de manière durable. Quant au Japon, il considère actuellement la Corée comme une entité de rang inférieur. C'est pourquoi il cherche à se concentrer sur l'axe américano-japonais. Mais lorsque la Corée négocie avec les États-Unis, la paix dans la péninsule coréenne doit impérativement être incluse dans toute leur stratégie de sécurité nationale. C'est la ligne Maginot. C'est notre ligne rouge absolue. Donc, dans la conception de puce Intel américaine, si la Corée ne démontre pas clairement qu'elle peut jouer un rôle irremplaçable, elle ne pourra même pas rencontrer Trump. Alors, il faut clairement tracer les lignes rouges de la Corée centrées sur le nationalisme coréen. Les lignes rouges de la Corée, il y a une version coréenne de la NSS. Il faut la partager avec les États-Unis. Et voilà comment nous sommes. Vous êtes ainsi, n'est-ce pas?
Nous sommes comme ça. Nous sommes un pays dont le rôle est bien établi. La Corée est le pays le plus important, le cœur des chaînes d'approvisionnement cruciales de l'avenir, comme les semi-conducteurs, les batteries et la construction navale. Il faut donc insister pour que nous soyons absolument inclus comme un axe essentiel de la stratégie Intel au sein du NSS. Et sur cette base, nous devons coopérer en matière de tarifs douaniers et de commerce. Trump l'a également dit. Ne tentez pas de négocier avec moi sans votre propre rôle. Donc maintenant, nous devons négocier avec les États-Unis en nous appuyant sur notre autonomie en sécurité, économie, technologie et chaîne d'approvisionnement. La personne sans pouvoir ne doit pas négocier avec lui-même, c'est ce qu'il veut dire. Et la Corée pourra jouer un rôle majeur à l'avenir dans la finance numérique. Chaque fois que j'en parle, ça me fait un peu cet effet. Je me sens un peu désabusé depuis le gouvernement de Yoon Suk-yeol en Corée du Sud jusqu'à l'administration de Lee Jae-myung. Ils n'arrêtent pas de dire qu'ils vont faire des STO et des stablecoins et toutes sortes de choses. Mais même à présent, rien n'est fait du tout. Pour la Corée, dans ce monde qui va vers le K5, son rôle n'est rien de plus ni de moins que la finance numérique. Si, dans le passé, en Corée, l'industrie manufacturière était prédominante et la finance un simple soutien facultatif, à l'avenir, la finance doit être prioritaire pour que l'industrie manufacturière puisse avancer. Si la finance est prioritaire, les exportations coréennes augmenteront. La Corée peut désormais accéder au marché mondial. C'est pourquoi elle doit d'abord développer le stablecoin le plus transparent au monde, ainsi qu'un système financier numérique standardisé que toutes les nations pourront accepter. Elle doit établir la norme. La Corée doit d'abord présenter un modèle de réussite. Ensuite, les autres pays feront appel à la Corée pour s'en inspirer et l'adopteront. La Bourse de Corée en est un parfait exemple. La Bourse de Corée l'a même construite en Mongolie. Je le sais car j'étais dans un organisme de compensation coréen, l'autre système de règlement de la Bourse de Corée. La Mongolie est allée au Vietnam pour les mettre en place, puis en Asie du Sud-Est pour les établir. Même la Chine pour ses propres systèmes de financement de titres. Quant aux réglementations de la Bourse coréenne, ils ont adopté le modèle coréen. Shanghai aussi, la bourse de Shanghai. La Corée est donc le pays qui réunit les meilleures conditions pour tester le plus rapidement possible de nouveaux concepts. J'aimerais que ça avance vite. Et il faut vite débloquer la loi pour que les entreprises puissent investir rapidement dans les actifs numériques et virtuels. Actuellement, en Corée, il y a plus de 10 millions d'investisseurs en actifs virtuels. Mais la réglementation ne suit absolument pas. Elle n'est pas adaptée à la situation actuelle et tout est axé sur l'interdiction. Ils ne sont là que pour empêcher. Pause. Mais comment un fonctionnaire saurait-il ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire? Connaissez-vous tout de l'avenir? Votre compréhension est-elle si élevée pour pouvoir dire qui peut faire quoi et qui ne le peut pas? Il faut d'abord les laisser faire et si des problèmes surviennent, alors on ajuste en fonction de cela. C'est pourquoi, dans les domaines inconnus, il faut absolument opter pour une régulation négative. Ensuite, si des problèmes apparaissent, on ajuste à nouveau en avançant. Et pour les accidents qui surviennent au début, quand il n'y avait pas encore de régulation, il ne faut pas infliger de pénalités trop sévères. Qui innove alors? Qui prendra les devants? Donc, ceux qui agissent ou innovent en premier, qui tentent leur chance dans l'inconnu et échouent, devraient être applaudis, encouragés, puis ajuster le tir et avancer. C'est ainsi qu'on ouvre la voie à l'avenir. Mais comment les fonctionnaires, qui ne savent rien, peuvent-ils dire « fais ceci, fais cela » et imposer des régulations positives? Vous connaissez tout de l'avenir? Mais personne ne sait? Comment savoir comment la technologie va évoluer? Si les IA doivent effectuer des paiements entre elles, est-ce possible avec cette finance traditionnelle? Actuellement, Wall Street aux États-Unis accélère la transition des services financiers traditionnels vers le numérique. Est-il logique que la Corée du Sud ait une politique complètement vide à ce sujet? Ils n'arrêteront pas de dire qu'ils vont le faire, et même maintenant, l'année est presque finie. Et ils n'ont toujours rien fait. C'est pourquoi je pense que les États-Unis ont ainsi révélé toute leur stratégie. J'espère donc que la Corée tracera aussi une grande forêt en s'y adaptant. Sinon, elle disparaîtra comme du sable. Elle disparaîtra. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous ai montré une grande forêt dans l'idée que les 10 prochaines années se dérouleront ainsi. Le message aux investisseurs, c'est que ces industries-là seront les plus importantes à l'avenir. L'énergie électrique, n'est-ce pas? Et puis l'énergie et aussi les industries que nous appelons les semi-conducteurs ou celles qui peuvent servir d'infrastructure pour l'IA. L'Europe devra à l'avenir assurer son indépendance énergétique. Elle devra également garantir son indépendance en matière de chaîne d'approvisionnement. C'est pourquoi la Corée devrait se rapprocher de l'Europe pour cette indépendance et renforcer sa coopération afin d'établir des normes coréennes communes avec l'Europe. Le besoin de l'Europe à cet égard devient très fort et en termes de main-d'œuvre, d'industrie et d'autres aspects, la Corée est grandement nécessaire. J'espère donc que nous pourrons avancer ensemble dans ces domaines. Alors, pour cette vidéo, nous allons nous arrêter ici. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un petit pouce bleu.